Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Xavier Deschamps-Simard. Je suis un hématologue au CHUM, ou plus simplement, en fait, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et je me spécialise dans la prise en charge des lymphomes, mais aussi en thérapie cellulaire et en greffe de moelle osseuse. Je veux d'abord remercier là, les organisateurs des présentations aujourd'hui parce que c'est extrêmement important ce que l'on fait. Quand on voit les patients, les personnes atteintes de lymphome ou leurs familles dans notre bureau, souvent, je trouve qu'on manque un peu de temps pour bien expliquer les choses, pour donner l'information sur la maladie, sur les traitements, qu'est-ce que ça veut dire. Mais pourtant, c'est super important. Donc, c'est une information qui est essentielle pour que les gens puissent comprendre la maladie, qu'est-ce qui va arriver avec leur traitement, qu'est-ce qui va arriver dans leur vie. Donc, d'avoir le temps aujourd'hui de donner un supplément d'information, je trouve ça essentiel et extrêmement valorisant. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Donc, je suis impliqué, oui, en médecine, mais sur d'autres choses aussi. Donc, je passe vite. Et le plan de la présentation. Donc, aujourd'hui, on m'a donné le mandat de parler de lymphome B agressif, mais on va mettre la table en présentant quelques statistiques. Inquiétez-vous pas trop. Et ensuite, on va parler un peu de l'origine des lymphomes B agressifs. Donc, d'où ça vient, d'où ça part et comment ça se présente cliniquement. Quels sont les symptômes de la maladie et qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver à un diagnostic qui est clair et un diagnostic qui est précis pour ensuite sélectionner les meilleures lignes de traitement. Puis enfin, on va parler un peu de qu'est-ce que l'on fait lorsque malheureusement la maladie répond pas à notre première ligne de traitement, lorsqu'elle est réfractaire ou lorsque la maladie rechute, donc lorsqu'elle revient après un premier traitement. Et on va parler un peu là, de recherche et des traitements qui sont à venir. Donc, côté statistique, donc c'est des statistiques qui sont canadiennes. Faut savoir d'abord qu'il y a deux grands types de lymphomes, donc les lymphomes qu'on dit hodgkiniens et les non-hodgkiniens. Vous allez avoir une présentation détaillée sur les lymphomes hodgkiniens avec Dr. Johnson, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Moi, je vais m'attarder plus sur les lymphomes B agressifs, mais dits non-hodgkiniens. Et ces lymphomes-là, ça représente quand même le cinquième cancer le plus fréquent au Canada, ce qui veut dire environ 12 000 nouveaux cas annuellement, donc 11 700 il y a un an. Et 85 à 90 de ces lymphomes-là vont être des lymphomes qu'on dit B, parce qu'il y a des lymphomes T, il y a des lymphomes NK, il y a des lymphomes B, ça dépend de quelle était la cellule malade au départ. Et 50 à 60 de ces lymphomes-là vont être dits agressifs, ce qui veut dire qu'il y aura environ 3 100 décès par année au Canada à cause de ces lymphomes-là. C'est quoi l'origine des lymphomes B agressifs? Donc, un lymphome, c'est un cancer qui prend origine dans un organe précis, comme le cancer du foie prend son origine dans le foie, le cancer du poumon prend son origine dans le poumon, le lymphome prend son origine dans le réseau lymphatique. Donc, le réseau lymphatique, c'est un réseau de tubulures, un peu à l'image des veines et des artères, donc on le connaît moins, mais c'est un réseau de tubulures dans lequel voyagent les cellules du système immunitaire, donc certains globules blancs. Elle voyage dans ce réseau-là pour aller à l'école, donc pour aller dans les ganglions. Donc, les ganglions, c'est les écoles du système immunitaire. C'est là que nos globules blancs vont rencontrer des morceaux de pathogènes, des morceaux de virus, des morceaux de bactéries pour apprendre à les reconnaître, puis à monter une réponse, une défense efficace contre ces pathogènes-là. Quand il y a un lymphome, ce qui arrive, c'est qu'il y a un globule blanc qu'on appelle le lymphocyte B. Et comme je vous ai dit, il y en a d'autres sortes de lymphocytes. Aujourd'hui, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, le lymphocyte B va acquérir au fil du temps des erreurs dans son matériel génétique. Pas des erreurs que nos parents nous ont transmises, mais vraiment des erreurs qui arrivent au fil du temps, qui vont rendre la cellule anormale. Et lorsqu'elle est anormale, elle va se reproduire de façon incontrôlée pour donner une masse, puis éventuellement aussi d'autres cellules anormales qui peuvent suivre le réseau lymphatique pour aller ailleurs, aller dans d'autres ganglions, qui peuvent aller dans le sang, qui peuvent aller dans d'autres organes également. Donc, le lymphome en général, donc les lymphomes B agressifs, mais les autres lymphomes aussi, comment ça se présente? Donc, le plus souvent, ça se présente par un ganglion qui est enflé. L'origine du lymphome, c'est un ganglion, donc c'est là que ça commence. Les ganglions gonflés font pas nécessairement mal. La plupart du temps, on les sent, on les voit, mais sont indolores. Et c'est ce qu'on appelle l'adénopathie. La rate fait aussi partie du réseau lymphatique. Donc, quand il y a du lymphome dans la rate peut elle aussi gonfler, grossir. C'est ce qu'on appelle la splénomégalie. Et une grosse rate, ça, parfois, ça peut faire mal. Ça peut faire un ventre gonflé. Ça peut pousser sur l'estomac et faire en sorte qu'on a moins d'appétit ou ce qu'on appelle une satiété précoce. Donc, on a
On prend quelques bouchées, puis rapidement, le ventre est plein. Les cellules de lymphome viennent des lymphocytes, et les lymphocytes, oui, elles vont à l'école dans les ganglions, mais ils sont nés dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'usine du sang, et les lymphocytes, c'est une cellule du sang à la base, donc ils sont nés là-bas. Et quand ils deviennent malades, des fois, les lymphocytes retournent à la maison, peuvent retourner dans la moelle osseuse, puis prendre trop de place dans l'usine du sang, puis faire en sorte qu'elle ne travaille pas bien. Donc, dans les lymphomes, parfois, on voit ce qu'on appelle des cytopénies, ça veut dire un manque de cellules normales dans le sang, pas assez de globules rouges, ce qui fait de l'anémie, pas assez de plaquettes qui sont les plombiers du sang, donc ça peut augmenter le risque de saigner, manque de globules blancs normaux, ce qui nous rend sujet à faire des infections, donc on a un moins bon système immunitaire, on est immunosupprimé. En termes de symptômes plus généraux, les gens peuvent avoir de la fatigue, donc ça c'est très fréquent. Parfois, il y a du qu'on appelle du prurit, ça veut dire que ça pique, ça gratte à différents endroits, parfois un peu partout. Et certains patients vont développer des symptômes B. Donc les symptômes B, c'est une constellation de symptômes, donc de la fièvre inexpliquée, c'est un classique qui peut être intermittente, elle vient à part, mais on ne trouve pas de cause, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'infection. La sueur nocturne, et là, la sueur nocturne, c'est une sueur franchement anormale, parce que quand je pose la question à mes patients, avez-vous des sueurs la nuit, la grande majorité vont me dire oui, puis oui, c'est mouillé sur mon oreiller le matin. C'est pas ça, des sueurs nocturnes. Donc, les sueurs nocturnes, les draps sont tout trempes, on est obligé de les changer parce que c'est inconfortable. L'image que je donne, c'est des gens qui sortent du bain ou qui sortent de la piscine, qui s'en vont directement dans les drops, là, c'est tout mouillé. OK? Perte de poids, donc une perte de poids, mais qui est involontaire et relativement rapide. Et lorsque le lymphome infiltre certains organes, il peut avoir donc des symptômes là, dus à l'atteinte d'organes, à la défaillance de l'organe, par exemple de la douleur osseuse ou des problèmes de foie, etc. Les lymphomes, comme les lymphomes B, on peut les diviser en deux, comment je peux dire, comportements. Donc, les comportements dits indolents. Donc, il y a des lymphomes qui ne seront pas très méchants. Indolent, ça veut dire pas méchant. Des lymphomes qui vont évoluer tranquillement, qui vont causer peu de symptômes. Et souvent, quand ils sont indolents, on n'a pas besoin de les traiter. On peut juste les observer. Il y a des critères assez précis ensuite pour décider si on doit les traiter. Donc, s'il y a des symptômes, évidemment, ou s'il y a d'autres critères de taille, des fois, il faut les traiter. Par contre, il y a des lymphomes qui, eux, sont vraiment agressifs. Donc, agressifs, là, il y a une indication de traiter. Il faut traiter parce que si on fait rien, il va y avoir des problèmes, voire ça peut amener au décès de la personne. Et là, c'est tout un spectre. Vous voyez, on parle du lymphome indolent. Il y en a des très indolents, moyennement indolents, un peu plus indolents, mais presque agressifs, des agressifs, des moyennement agressifs et des très, très, très agressifs. Toutes les possibilités existent. Quand on parle des lymphomes B agressifs, donc qui doivent être traités, il y a deux grandes catégories, comme je vous ai mentionné en introduction. Il y a les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes qui sont les autres, les non-Hodgkiniens. Donc, les lymphomes de Hodgkin, la particularité, c'est que c'est plus fréquent chez les jeunes adultes et chez les personnes très âgées, mais entre les deux, c'est plutôt rare. Ça atteint surtout les ganglions, beaucoup moins souvent les autres organes, et le pronostic est généralement très bon parce qu'on a d'excellents traitements pour les lymphomes de Hodgkin. J'en parlerai pas plus parce qu'il y a la présentation de Nathalie Johnson que vous allez avoir aujourd'hui qui va aborder en détail les lymphomes de Hodgkin. Je vais m'attarder un peu plus aux lymphomes non hodgkiniens qui, eux, peuvent atteindre des gens de tous les âges, mais qui sont un peu plus fréquents chez les personnes un petit peu plus âgées, pour certains types, je dirais, qui atteignent aussi les ganglions, mais plus fréquemment d'autres organes et dont le pronostic est très variable. C'est un groupe très, très, très hétérogène avec plusieurs entités différentes. Puis quand je dis très hétérogène, donc là, je vous montre la diapositive ici, il n'y a rien à essayer de comprendre en détail, c'est juste pour vous montrer le nombre de différentes entités qui existent dans les lymphomes non Hodgkiniens. Donc, il y a plusieurs sortes de lymphomes. Donc, on a toute une classification qu'on suit, puis cette classification-là n'arrête pas de changer. Donc, à toutes les quelques années, on la révise parce qu'on a des outils de plus en plus performants pour comprendre les différences entre les lymphomes, puis les subdiviser en petites catégories qui peuvent donc influencer la façon dont on va suivre les patients, puis influencer aussi la façon dont on va traiter les patients. Donc, comme il y a plusieurs types de lymphome B agressifs, il faut l'identifier correctement. Donc, il y a une étape dans le diagnostic qui est très, très importante, c'est la biopsie. Donc, la biopsie, c'est d'aller chercher un petit morceau de lymphome pour l'analyser puis savoir c'est quoi ce lymphome-là. Donc, on va envoyer des échantillons, des petits morceaux à un docteur qu'on appelle le pathologiste, qui lui va faire toutes sortes de tests, qui va regarder sur des lames de microscope le lymphome, il faut pouvoir nous dire oui, ça ressemble à telle sorte.
Mais de plus en plus, on regarde ce qui est à l'origine du lymphome, donc les défauts génétiques. Qu'est-ce qui a fait défaut et qui a mené à avoir un cancer? Et ça, c'est des techniques plus poussées qu'on appelle de cytogénétique ou de biologie moléculaire. La cytogénétique, c'est qu'on regarde grossièrement les erreurs, les grosses erreurs génétiques qui se sont produites. Puis la biologie moléculaire, on regarde plus finement, donc qu'est-ce que les petites erreurs fines qui ont pu contribuer au lymphome. Une fois qu'on a fait ça, on réussit à savoir, bon, c'est quoi la sorte de lymphome, c'est quoi les erreurs génétiques qui l'ont causé. Mais là, on veut savoir l'étendue de la maladie. Donc, déterminer le fameux stade. Et pour évaluer le stade, il y a un rôle très important de l'imagerie, donc les scans, et en lymphome agressif, plus particulièrement du TEP scan, donc la tomographie par émission de positrons. C'est ce que ça veut dire TEP. Pourquoi c'est important le TEP scan? Parce que ça va nous permettre de voir l'étendue de la maladie et de faire un suivi approprié de la réponse au traitement. Mais ça nous permet de voir aussi où est-ce qu'il y avait des masses, des boules visibles, mais où est-ce qu'il y a de l'activité du lymphome. Puis plus il y a d'activité, plus souvent ça corrèle avec l'agressivité. Donc plus c'est actif, plus c'est agressif. C'est pas tout le temps vrai, mais généralement c'est vrai. Et des fois, il y a de l'activité qui nous dit qu'il y a du lymphome à un endroit, mais il n'y avait pas de masse. Par exemple, le lymphome peut être dans la moelle osseuse, peut s'être glissé dans le foie sans faire vraiment une masse, mais il y en a. Donc le PET scan va nous permettre de le voir de cette façon-là. Une fois qu'on a fait un PET scan, on peut déterminer le stade. Donc, les stades sont un petit peu différents par rapport aux autres cancers, comme le cancer du poumon, le cancer du sein. Il y a 4 stades, mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Il faut faire attention. Quand on parle d'un stade 1 en lymphome, ça veut dire qu'il y a des ganglions atteints, mais à un seul endroit. Okay? Ça peut être dans le cou, par exemple, dans l'aine. Quand on parle d'un stade 2, c'est qu'il y en a à plus qu'un endroit, mais tous du même côté du diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est le muscle qui permet la respiration, donc sous les poumons. Ça divise un peu le corps en deux, si on veut. Et si c'est tout du même côté, on va parler d'un stade 2. Je vais essayer de me mettre un pointeur, voilà, comme ça. Et on a ensuite le stade 3. Donc, le stade 3, c'est quand il y a des ganglions, mais des deux côtés du diaphragme. Donc, la maladie a réussi à voyager quand même à distance et d'aller pas mal plus loin de son site d'origine. Ça, c'est un stade 3. Et le stade 4, c'est quand on a des ganglions atteints, mais qu'on a aussi des organes atteints, comme le foie, les os, etc., mais à distance des ganglions. Si on a du lymphome dans un ganglion, mais qu'il y en a tellement de lymphome à cet endroit-là que ça a débordé du ganglion, puis c'est allé atteindre l'organe qui était à côté, par exemple un ganglion dans le poumon, puis hop, le lymphome déborde, puis il y en a un petit peu dans le poumon lui-même, on ne va pas dire que c'est un stade 4, on va dire que c'est un stade 1, 2, etc., avec la lettre E. C'est une petite nuance. Puis on rajoute d'autres lettres parfois à notre stade, donc le A ou le B, ça veut dire est-ce que le patient qu'on a avait des symptômes B, donc la fièvre, la perte de poids, les sueurs nocturnes, donc oui ou non. Est-ce qu'il y avait une atteinte de la rate? Donc on rajoute un S si c'est oui. Et est-ce qu'il y avait une masse qui est très large, très importante? Donc le critère qu'on utilise, c'est généralement plus de 10 cm. Donc si la réponse est oui, on peut rajouter un X. Ce qu'on appelle dans notre jargon, là, avec un terme anglais, maladie bulky. Le stade, donc, les gens, ça les inquiète beaucoup. Ils veulent souvent savoir le stade parce que dans les médias, ce qu'on entend, c'est qu'un stade 4, hein, c'est grave, donc on ne pourra pas guérir. Mais c'est pas nécessairement vrai pour les lymphomes. Le stade a une importance. Oui, un plus haut stade, c'est moins bon en termes de pronostic, mais c'est pas ce qui est le plus déterminant pour le pronostic en lymphome. Il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Premièrement, le type de lymphome, donc c'est quelle sorte exactement. Les anomalies moléculaires qui ont causé le lymphome, c'est très, très, très important. Bon, le stade, je vous en ai parlé, mais l'étendue de la maladie. Parfois, on peut avoir un stade 4, mais il y a juste un petit peu de maladie dans un organe, puis un petit ganglion. Ça reste un stade 4. Mais si on a beaucoup, beaucoup de maladies, donc il y en a juste dans un, deux, trois ganglions, mais des énormes masses, c'est moins bon. S'il y en a dans deux, trois, quatre organes plutôt qu'un, c'est moins bon. Puis on a une façon de voir l'étendue de la maladie dans les prises de sang. Donc, on peut regarder des marqueurs souvent associés au lymphome, qu'on appelle les lactates déshydrogénases ou LDH. Donc, s'ils sont élevés, ça aussi, c'est moins bon. Et ensuite, il faut regarder le patient lui-même que l'on veut traiter, donc son âge, son état de santé global, qu'on appelle le statut de performance. Est-ce qu'il est en forme? Oui, non. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé? Et tout ça ensemble va déterminer le pronostic. On a des scores pour nous aider. On a par exemple l'index pronostic international ou IPI en anglais, mais IPI, qui n'est pas parfait parce qu'il inclut pas tout, mais qui nous donne quand même une idée de ceux qui vont avoir plus de chances d'être guéris avec les traitements versus ceux qui ont peut-être un peu moins de chances d'être guéris après les traitements.
Donc, en lymphome B agressif, c'est important de savoir à quel lymphome qu'on fait face. Faut réfléchir au bon traitement qu'on va donner, à comment qu'on va suivre la maladie, mais il faut aussi agir relativement vite. Et on agit souvent agressivement. OK? On donne souvent des traitements de chimiothérapie quand même assez intenses parce qu'en lymphome B agressif, notre but, chez la grande majorité de nos patients, c'est pas toujours vrai, il faut en parler avec notre hématologue, mais souvent, notre but, c'est la guérison. C'est une maladie qu'on peut guérir. Et là, il y a une distinction importante entre rémission et guérison. Rémission, c'est quand on efface la maladie visible, on la voit plus. Donc, on a l'impression qu'il n'y en a plus, mais elle peut revenir. Puis souvent, quand on traite certains cancers, on va dire que vous êtes en rémission, mais on ne peut pas dire que vous êtes guéri parce qu'elle va sûrement revenir. En lymphome, on vise vraiment la guérison. Ça veut dire rémission, puis elle ne reviendra jamais, la maladie. On n'en reparlera plus. OK? Donc, il y a plusieurs traitements qu'on peut utiliser pour en arriver à la guérison, tout dépendamment du type de lymphome qu'on a. Puis là, ici, la présentation peut peut-être se complexifier un peu. Je vais essayer de simplifier le tout. Ça dépend évidemment du type de lymphome. Donc, je ne vous présenterai pas tous les types qui existent avec tous les traitements qui existent, mais les principaux. OK? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écouter la présentation qui sont peut-être atteints du lymphome, puis vous voulez peut-être avoir quelques détails concernant votre type à vous, ou peut-être vous avez des membres de votre famille qui ont un lymphome précis, puis ça vous intéresse d'avoir quelques détails pour ce lymphome-là. Donc, on a deux grandes familles dans les lymphomes B agressifs qu'on va parler aujourd'hui. Donc, les lymphomes à grandes cellules B et les lymphomes de Burkitt. Et à l'intérieur des lymphomes à grandes cellules B, il y a plusieurs sous-types précis. Donc, les lymphomes diffus à grandes cellules B, les lymphomes B de haut grade, le lymphome médiastinal primitif à cellules B et le lymphome primitif du système nerveux central. Donc, c'est de ceux-là que je vais parler. Et tous les autres, là, qui sont très, très rares et ont des approches un peu différentes, mais je pourrais malheureusement pas nécessairement aborder tout aujourd'hui. Donc, le lymphome diffus à grandes cellules B, c'est le sous-type le plus fréquent des lymphomes B agressifs, et de loin. On parle de 50% de tous les lymphomes non Hodgkiniens. Donc, la plupart des gens que je traite, c'est ceux qui ont un lymphome diffus à grande cellule B. Le traitement qui a été un standard pendant une bonne vingtaine d'années, c'était une combinaison d'immunothérapie et de chimiothérapie qu'on appelle le R-CHOP. Et chaque lettre veut dire quelque chose. Chaque lettre est une molécule qu'on donne dans le traitement. Le R, c'est le rituximab, c'est une immunothérapie. C'est un anticorps qu'on a développé en laboratoire qui agit contre les cellules de lymphome. Le CHO, c'est de la chimiothérapie. Cyclophosphamide, hydroxydonorubicine ou doxorubicine et le O, oncorin, vincristine. Et le P, c'est des stéroïdes, la prednisone. C'est un traitement qu'on donne en cycle. Donc, un cycle, ça veut dire 21 jours. On ne traite pas tous les jours. C'est 5 jours de traitement. Le premier jour, la chimiothérapie, 5 jours de stéroïdes, puis après ça, on donne une pause. Donc, une pause de 16 jours pour arriver au total de 21 jours. Le 16 jours, c'est pour récupérer du traitement. Puis après, si la personne va bien, s'il n'y a plus de problème, on renchaîne pour un autre cycle de 21 jours. Et combien de cycles qu'on donne? Ça dépend à quel point la maladie est étendue. Donc, si c'est une maladie qui est peu avancée, donc un stade qu'on dit limité, stade 1, stade 2, on va donner moins de chimiothérapie. On peut donner 3, 4 ou jusqu'à 6 cycles, plus ou moins de la radiothérapie. Donc, la radiothérapie a un rôle à jouer en maladie limitée. Et là, il y a plusieurs protocoles possibles. Donc, s'il y en a, vous voyez, il y en a quelques-uns de proposés. Et le choix d'un protocole dépend de plusieurs choses. Il va dépendre de nos outils qu'on a dans notre hôpital. Ils vont dépendre aussi du patient qu'on a devant nous. S'il tolère moins bien la chimiothérapie, on va peut-être vouloir aller un peu plus vers la radiothérapie. Si au contraire, c'est une région qui c'est difficile d'aller donner de la radiothérapie, on va peut-être plus prioriser la chimiothérapie. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte quand on décide d'un protocole ou d'un autre. Mais au final, ils amènent à des résultats qui sont quand même similaires et quand même assez bons. Donc, on parle de 77 à 98 des patients qui vont survivre à 5 ans. La plupart de ceux-là sont donc guéris. Et la différence entre 77 et 98 ça dépend surtout des caractéristiques initiales de la maladie, donc le sous-type très, très précis de lymphome, les comorbidités du patient, à quel point le patient est en forme quand on a commencé les traitements. Si la maladie est plus avancée, il faut donner plus de chimiothérapie. Donc, il y a moins de rôle pour la radiothérapie, on se base plus sur la chimiothérapie. Et là, actuellement, on donne 6 cycles de R-CHOP. Certains centres vont aller jusqu'à 8 cycles. On a démontré que 6 cycles est généralement suffisant, qu'il n'y a pas vraiment d'avantage en donner plus, donc c'est notre standard. On a une nouveauté par contre, donc une nouveauté depuis vraiment, en fait, cette année, je dirais.
Santé Canada a approuvé un nouveau traitement il y a à peu près 2-3 ans, mais il n'était pas encore remboursé dans les provinces. Donc, c'est le Pola-R-CHP. Vous voyez que les lettres se ressemblent, hein. On a le CHP qu'on retrouve dans CHOP, donc c'est les mêmes médicaments, mais on a éliminé le O et on l'a remplacé par un nouveau joueur qui s'appelle le polatuzumab vedotin. Polatuzumab vedotin, c'est une immunothérapie dans le sens que c'est un anticorps, mais c'est un anticorps qui agit comme un cargo. L'anticorps va aller reconnaître les cellules de lymphome, va aller se lier, s'attacher aux cellules de lymphome, mais il transporte la chimiothérapie sur lui, mais qui permet d'acheminer la chimiothérapie de façon plus ciblée, plus spécifique aux cellules cancéreuses, aux lymphomes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de limiter la chimiothérapie qui va un peu partout et qui donne des effets peut-être moins spécifiques. Et dans des études, on a montré que le Pola-R-CHP, contrairement au R-CHOP, pour certains types de lymphomes à grande cellule B, permettait de diminuer le risque de rechute et de progression. Donc, moins 27 de rechute et de progression. Donc, on le considère, puis on peut le donner parce qu'il est remboursé, par exemple, ici au Québec depuis quelques mois seulement, donc depuis cet été. Donc, on peut le considérer pour des gens qui ont des maladies à plus haut risque, donc un score de risque, comme je l'ai dit tantôt, le score IPI, là, de plus de 2. Les gens qui sont en bonne condition générale, donc si on l'évalue avec des scores, c'est moins important, mais on a un score qu'on appelle l'ECOG. Plus le score est haut, moins le patient est en forme. Donc, ici, il faut que le patient soit un score de 1 ou moins, donc un score de 1 ou 0. Et ceux qui avaient des lymphomes indolents, qui se seraient transformés en un lymphome agressif, on ne va pas considérer ce traitement-là parce qu'ils n'étaient pas inclus dans les études, les patients qui avaient des lymphomes indolents transformés. Et on va le considérer plus pour certains types de lymphomes à grande cellule B. Il y en a certains qui semblent mieux profiter de ce nouveau traitement-là. Maintenant, en lymphome diffus à grande cellule B, il y a des situations particulières où est-ce qu'on peut donner d'autres traitements. Vous voyez, c'est toujours un paquet de lettres, nos chimiothérapies, là, donc c'est pas ça qui est important, mais on joue avec les lettres pour s'adapter aux patients qu'on a devant nous. Donc, les patients plus fragiles, par exemple, vont peut-être pas tolérer un R-CHOP ou un Pola-R-CHP. Donc, on va leur donner une chimio plus douce qu'on appelle un R-mini-CHOP. Donc, le mini, c'est pour dire justement petite dose de CHOP. S'il y a des problèmes de cœur, mais il y a certaines chimiothérapies qui sont dures sur le cœur. Okay? Donc, on enlève les molécules qui sont dures sur le cœur, on les remplace par d'autres qui sont moins dures pour le cœur, donc le RCA, par exemple, ou le RCVP. Et s'il y a des problèmes neurologiques, mais il y a d'autres agents de chimiothérapie qui peuvent causer ce qu'on appelle des neuropathies, donc des engourdissements, picotements, voire même des douleurs dans les nerfs. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive qui a déjà des problèmes de nerfs, parce qu'il y avait un diabète, par exemple, puis il y a déjà des engourdissements ou des douleurs dans les jambes, dans les mains, on va essayer d'éviter ce qui va empirer le problème. Donc, on peut donner ce qu'on appelle un RCHP. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de recette qui est bonne pour tout le monde. Il faut adapter nos recettes vraiment aux besoins des patients. Maintenant, je sors du sous-type du lymphome diffus à grande cellule B, puis je vous parle d'un autre lymphome B agressif, qui est le lymphome B de haut grade. C'est 5 à 15 des lymphomes à grande cellule B. C'est un sous-type très agressif et la façon de l'identifier, c'est souvent moléculairement. Donc, on regarde qu'est-ce qui a causé le cancer, puis on va trouver des anomalies précises. Par exemple, ce qu'on appelle les réarrangements de MYC ou de BCL2 ou des aberrations 11Q. Donc, ça, on les voit, je vous montre juste des images un peu de comment on identifie ces anomalies-là. Donc, c'est vraiment en microscopie. Donc, on voit des petits points de couleur, c'est ce qui nous dit, ah voilà, c'est un lymphome de haut grade avec tel réarrangement, telle anomalie génétique. Donc, on sait que c'est moins bon. Comme c'est moins bon, il faut les traiter plus agressivement. Donc, on utilise d'autres recettes de chimiothérapie. Donc, on a une qu'on utilise fréquemment qui est le EPOC-R dose ajustée. Donc, vous voyez qu'il y a plus de lettres, donc il y a plus d'agents de chimiothérapie. Il y a encore le rituximab qui est l'immunothérapie. Et il est dose ajustée parce qu'ici, ces lymphomes-là, on veut vraiment donner le maximum de chimiothérapie possible. Donc, on augmente nos doses tant aussi longtemps que le patient les supporte. Donc, souvent, on commence avec des plus petites doses, ça va bien, il supporte, on augmente pour le cycle de traitement d'après. Ça va bien, on augmente encore, jusqu'à temps que ça aille moins bien. OK? On veut vraiment donner le maximum possible pour se donner les meilleures chances possibles d'être guéri de ce lymphome. Il y a des alternatives qu'on voit moins souvent au Canada, mais qu'on peut voir parfois. Donc, le R-Hyper-CVAD, le R-Codox-M, R-IVAC, ou des fois, certains centres, j'ai déjà vu ça, c'est vraiment moins fréquent, vont quand même donner du R-CHOP, mais en donner un peu plus, donner 8 cycles au lieu de 6. Un autre type de lymphome dont on veut parler, c'est le lymphome médiastinal primitif à cellule B. Donc, lui, on le voit chez les plus jeunes patients.
Un peu plus fréquent chez les femmes. Donc, c'est souvent des femmes de 20 à 40 ans qui vont avoir ce lymphome-là. 2 à 3 des lymphomes non-Hodgkiniens. C'est un lymphome qui est aussi quand même assez agressif, qu'il faut traiter avec des chimiothérapies plus intenses. Donc, notre recette de choix, c'est le époque R dose ajustée encore une fois. Mais il est aussi très sensible à la radiothérapie. Donc, anciennement, on donnait du R-CHOP plus de la radiothérapie. Mais il y a une grande particularité, le lymphome primaire du médiastin, c'est qu'il se situe dans le médiastin. Puis le médiastin, c'est dans la cage thoracique. Okay? C'est ici ce qui est en noir, là. C'est derrière le sternum. Et derrière le sternum, on a le cœur, on a les poumons, on a les gros vaisseaux sanguins qui amènent le sang au cœur. Donc, des fois, le lymphome peut causer des complications parce qu'il est situé près de ces organes-là qui sont très importants. Puis donner de la radiothérapie, là, ça peut faire des effets secondaires qu'on n'aime pas parce que ça peut être toxique pour les poumons, pour le cœur, ça peut causer des problèmes pour les seins des jeunes femmes, conduire à des cancers secondaires plus tard dans leur vie. C'est pour ça qu'on essaie de donner des chimiothérapies plus intenses sans radiothérapie. Mais ça répond tellement bien à la radiothérapie que 80 à 95 des gens vont survivre à 5 ans. Puis quand on dit survie, quelqu'un qui survit à 5 ans, on assume généralement qu'ils sont guéris. L'autre lymphome particulier, puis vraiment différent, c'est quand le lymphome est dans le système nerveux central. Que le lymphome primitif du système nerveux central, ça veut dire que c'est un lymphome B agressif qui n'est que dans le cerveau. Ça représente 2 à 3 des lymphomes non-Hodgkiniens. Vous comprendrez qu'avoir du lymphome dans le cerveau, c'est pas une bonne chose. C'est un organe qui est essentiel, donc la survie est moins bonne. Donc 30 à 40 de survie à 5 ans si les patients ont eu des traitements intensifs. Et là, la grande particularité, c'est que le cerveau, il est isolé du reste du corps. Il est protégé. Il y a un mur autour de lui, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc, la chimiothérapie qu'on donne dans le sang, qui voyage dans le sang, c'est pas toutes les chimiothérapies qui peuvent traverser ce mur-là, cette barrière-là, et se rendre au cerveau. Donc, on doit donner des chimiothérapies qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Et ces chimiothérapies-là, ben, une qu'on utilise beaucoup, c'est le Matrix, qui est quand même costaude, qui inclut donc du méthotrexate, qui est notre agent préféré pour traiter les lymphomes du système nerveux. Donc, c'est lui qui est probablement le plus efficace. Ça contient de l'Aracé, okay? Donc la cytarabine, c'est son autre nom. Thiotepa et encore une fois, le rituximab, notre immunothérapie, peut aller au niveau du cerveau. Il y a des alternatives, donc le RMPV qui est utilisé plus dans certains centres américains, mais on le voit ici aussi pour certains patients. Le lymphome, quand il est au niveau du système nerveux central, peut aussi parfois être ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle une atteinte secondaire du système nerveux central. Donc, quand on a du lymphome dans le reste du corps et dans le cerveau, 3 à 5 des lymphomes de Hodgkin agressifs, ça va être le cas. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est vraiment associé à un moins bon pronostic. Donc, la survie médiane, c'est moins d'1 an. Il y a quand même des gens qu'on peut guérir. C'est juste que on va en guérir malheureusement moins. Parce qu'il y a un gros défi, c'est qu'il faut traiter à la fois la maladie au niveau du cerveau et la maladie ailleurs, ce qui nécessite des chimiothérapies qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, on a un protocole vraiment costaud, là, qui est le protocole Marietta qu'on donne à des gens en forme, qui vont contenir du Matrix, mais on alterne avec un autre traitement de chimiothérapie qui est le RICE. Donc, vous voyez les lettres, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Là, c'est d'autres sortes de chimiothérapie qui, elles, vont mieux s'attaquer à la maladie en dehors du cerveau. Donc, on alterne ça. C'est pas facile comme traitement. Les gens passent en forme pour l'avoir. On a une alternative qui est malheureusement moins efficace, mais qui est du R-CHOP, comme je vous ai parlé tantôt. Mais on rajoute le méthotrexate, notre meilleur ami pour traiter les lymphomes au niveau du système nerveux central. Certains centres ont déjà utilisé ou utilisent parfois encore le R-Codox-M, R-IVAC. Pas obligé de savoir là, ce que ça veut dire, toutes ces lettres-là, mais c'est beaucoup moins fréquent. Mais pour certains lymphomes, ça peut devenir approprié d'utiliser cette recette-là, qui est elle aussi très, très costaude. Il faut être assez en forme pour la recevoir. Une autre particularité des lymphomes quand ils vont au niveau du système nerveux central, c'est qu'ici, il faut vraiment frapper plus fort. Donc, je vais donner l'analogie avec un combat de boxe, là. Quand on se bat contre un lymphome du système nerveux central, il faut commencer à tapocher sur le lymphome. Donc, on donne les traitements, comme je vous ai parlé ici, notre Matrix, notre RICE. On donne ces traitements-là. C'est ce qu'on appelle l'induction. OK, on commence le combat. Si on a une bonne réponse, on voit que notre adversaire commence à être affaibli, il faut vraiment donner un punch final pour le rendre KO et le mettre au tapis. Et c'est là qu'on va faire, quand les gens sont assez en forme pour le subir, une autogreffe de cellules souches. Donc, une autogreffe de cellules souches, c'est pas vraiment le traitement. Le traitement, en réalité, c'est une très forte dose de chimiothérapie qui pénètre bien au niveau du cerveau, qui va éradiquer, on l'espère, ce qui reste de lymphome,
Mais la dose est tellement forte qu'elle vient faire des dommages collatéraux, donc tuer nos cellules souches, donc tuer nos bébés cellules du sang. Ça fait en sorte que si on faisait rien, il n'y aurait plus de régénération du sang, on serait transfusion dépendant, on serait à risque d'infection parce que notre système immunitaire serait très affaibli. On a trouvé une façon de contourner ça, c'est d'aller chercher des cellules souches dans la personne que l'on veut traiter, donc les bébés cellules du sang, avant de donner notre chimiothérapie, on les met de côté, on donne notre chimiothérapie, puis après ça, on redonne les cellules souches, les bébés cellules du sang, elles savent quoi faire. Elles vont retourner à la maison, dans la moelle osseuse et redémarrer la machine. On va se remettre à produire du sang. Okay? Les gens qui réussissent à avoir tout le traitement, l'induction, la première chimiothérapie, la chimiothérapie haute dose, la greffe, eux vont avoir des chances d'être guéris avec de bien meilleurs pronostics, mais c'est sûr que c'est pas la majorité des patients qui peuvent tous subir ça, mais ceux-là vont avoir une survie à 2 ans de 80%. Si on peut pas tout faire ça, il y a des alternatives. Il y a la radiothérapie au niveau du cerveau qu'on peut faire. On aime moins ça parce que ça a des impacts cognitifs. Donc, ça peut causer de la démence précoce ou différents troubles cognitifs. On le fait parfois pour certains patients. Des fois, c'est nécessaire. La chimiothérapie intrathécale, ça veut dire une chimiothérapie qu'on donne dans le liquide directement dans lequel baigne le cerveau. Beaucoup moins efficace, mais ça peut permettre un certain contrôle de la maladie pendant un certain temps, éviter certaines rechutes. Les stéroïdes, ça va au niveau du cerveau, ça peut diminuer l'inflammation au niveau du cerveau, ça peut donner un certain contrôle temporaire de la maladie. Et il y a des nouvelles thérapies, des thérapies plus ciblées qui sont en développement ou tout le monde s'y intéresse de plus en plus, qui sont capables d'aller au cerveau, qui ont une activité anti-lymphome. Maintenant, le dernier type de lymphome dont je voulais vous glisser un mot aujourd'hui, il est complètement différent des autres. Lui, c'est vraiment une catégorie à part entière. On peut en faire une présentation au complet. C'est le lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt, il y en a 3 sous-types. Le endémique, lui, on le retrouve plus en Afrique. Okay? En Afrique subéquatorienne, il est associé à un virus, le virus qui donne la mononucléose, le virus de l'EBV ou le Epstein-Barr. On le voit pas vraiment ici. Il y a l'autre type qui est là, associé à l'immunodéficience. Donc, lui, il va survenir dans les gens qui ont des problèmes avec leur système immunitaire. Donc, par exemple, ceux qui ont le VIH, les gens qui prennent des médicaments qui les immunosuppriment, surtout après des greffes d'organes, comme après une greffe de foie, une greffe de rein, une greffe de poumon, une greffe de cœur. Et enfin, il y a le sporadique, lui, qui peut survenir chez n'importe qui. C'est un lymphome qui est surtout présent chez les enfants. Donc, un lymphome pédiatrique, ça représente 30% des lymphomes chez les enfants, mais c'est très rare chez l'adulte. Donc, plus petit que 1% des lymphomes chez l'adulte. C'est une maladie qui est extrêmement agressive, donc c'est explosif. En Burkitt, une masse, donc une tumeur, peut doubler de taille en moins de 24 heures. Donc, pour nous, un lymphome de Burkitt, c'est une urgence. C'est une urgence de traiter, c'est une urgence de diagnostiquer, évidemment. C'est pas le genre de lymphome qu'on va dire, OK, on va faire une biopsie dans une semaine, le pathologiste va prendre 2, 3 semaines pour avoir les résultats, puis on va vous revoir après. Parce que des fois, on fait ça en lymphome. Des fois, on le sait qu'on a le temps de bien réfléchir. Ici, on va plutôt hospitaliser les gens, puis c'est let's go, là, c'est branle-bas le combat, faut faire les biopsies, faut un diagnostic rapide, faut traiter le plus vite possible. OK? Et c'est un lymphome qui a tendance aussi à aller au niveau du cerveau, donc de 15%, 20% des gens vont se présenter avec une atteinte au niveau du cerveau. Donc, il faut vraiment la chercher, l'éliminer. Puis, dans nos traitements, on donne des médicaments qui pénètrent au niveau du cerveau pour s'assurer que le lymphome n'y aille pas. Donc, notre traitement de choix, là, il y en a quelques-uns, il y a quelques options. Il y a ce qu'on appelle le régime de MAGRAT, qui est une combinaison du R-Codox-M plus ou moins le R-IVAC. Puis, des fois, on utilise le EPOC-R, dose ajustée, dont j'ai déjà parlé. Malgré que c'est une maladie explosive et extrêmement agressive, le pronostic est quand même pas mal. Il est quand même assez bon. Donc, la survie à 5 ans, c'est 70 à 85%. C'est des patients qu'on peut souvent estimer guéris, encore une fois, parce que malgré que la maladie est agressive, elle répond très bien à la chimiothérapie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si malheureusement la maladie ne répond pas à notre traitement de première ligne? Okay, on traite, on regarde à la fin du traitement, il reste encore de la maladie. Donc, on appelle ça une maladie primaire réfractaire. Ou qu'est-ce qu'on fait si la maladie était partie? Donc, on a fait notre scan après notre traitement, il n'y a plus rien, bravo, félicitations, vous êtes en rémission, mais 6 mois après, 1 an, 2 ans après, la maladie revient. Donc, ce qu'on appelle une rechute. Mais heureusement, on a des options, puis des options qui permettent encore de guérir des gens. Donc, je reviens avec la guérison. C'est sûr que ici, c'est des fois peut-être un peu plus difficile de guérir les gens. Donc, il faut vraiment avoir une bonne discussion avec l'hématologue à savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement, quelles sont nos attentes. Mais il y a quand même un bon nombre de patients qu'on peut encore viser la guérison.
Et on peut viser la guérison grâce à des nouveaux traitements. Donc là, ici, c'est vraiment une révolution qu'on a eue en oncologie, en hématologie, pour traiter les lymphomes, mais maintenant pour traiter d'autres cancers aussi. Puis je pense que bientôt, ça va être utilisé pour traiter toutes sortes de maladies. Ça, c'est super, super intéressant. C'est les thérapies cellulaires ou les CAR T-cells en anglais. Ça veut dire quoi, les CAR-T? Ça veut dire lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique. Donc là, je viens de vous donner un nom, ça de long. Là, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot à retenir, c'est chimérique. Chimère. Une chimère, c'est un mélange de deux choses qui, normalement, vont pas ensemble. OK? Et ça, on a réussi à développer ces thérapies-là grâce vraiment au développement de la biologie moléculaire, de l'ingénierie moléculaire. Donc, maintenant, on est capable de manipuler les gènes pour créer des gènes sur mesure qui vont permettre de faire des molécules sur mesure, qui vont permettre de donner des fonctions aux cellules que nous, on a décidé qu'elles allaient faire. OK? Donc, ici, on a créé une nouvelle molécule qui va permettre à des cellules du système immunitaire, qu'on appelle les cellules T ou les lymphocytes T, c'est une autre sorte de lymphocytes, là, d'attaquer les cellules cancéreuses. Normalement, les lymphocytes T attaquent les virus, les bactéries, aussi le cancer, mais quand on en a développé un cancer, clairement, ils font pas leur travail. Mais là, on va leur dire quoi faire. On va leur dire d'aller attaquer les cellules cancéreuses avec une nouvelle molécule. Donc, on a pris ce qui permet d'activer les lymphocytes T. On s'est dit, ah, ça, c'est intéressant, ça l'active. Okay? Ça lui dit qu'il faut travailler. On a pris ce morceau-là, on l'a mis ici. On s'est dit comment on pourrait faire pour que le lymphocyte T reconnaisse de façon précise la cellule cancéreuse qu'on veut tuer. Bon, on s'est dit les anticorps, là, c'est ça la job d'un anticorps. Un anticorps, c'est de détecter quelque chose de façon précise. C'est d'aller se lier sur un virus, une bactérie, par exemple. Donc, on a développé des anticorps qui reconnaissent les cellules cancéreuses. On a pris le morceau de l'anticorps qui nous intéresse, puis on l'a mis ici. Et là, on a mis quelque chose entre les deux pour lier le tout, puis faire en sorte que cette molécule-là va reconnaître la cellule cancéreuse et venir activer le lymphocyte. Ça, c'est un gène qu'on a créé qui permet de faire ça. Donc, les thérapies cellulaires, les CAR-T, ça veut dire qu'on va prendre des cellules du patient qu'on veut traiter, ses propres cellules, ses lymphocytes T. On va les isoler, on va les prendre du sang, on va les isoler, les purifier, les bichonner. Puis ensuite, on les modifie génétiquement. C'est de la transgénèse. On fait une modification génétique pour insérer notre nouveau gène. Et une fois qu'on a les cellules, on les amplifie pour en avoir des millions, puis on les redonne aux patients. Puis après ça, c'est parti. Ces cellules-là vont aller partout dans le corps, incluant dans le cerveau, à la recherche des cellules de lymphome, puis elles vont les tuer puis s'en débarrasser. Donc, c'est révolutionnaire. C'est une thérapie qui est vivante. C'est une thérapie qui est ciblée. C'est une forme d'immunothérapie parce qu'on utilise le plein potentiel de notre système immunitaire. Donc, on a comme tout combiné ça ensemble pour faire une super thérapie. Donc, ça a amélioré beaucoup le pronostic des patients. Ça a l'air merveilleux, ça l'est, mais il y a quand même des défis techniques à faire ça, puis il y a quand même des effets secondaires importants. Il faudrait en faire une autre présentation tellement c'est complexe ce sujet-là, mais vous pouvez vous imaginer qu'une journée, il n'y a pas de système immunitaire et que le lendemain, on a un super système immunitaire très efficace contre le lymphome. Donc, boum, c'est comme une explosion. Là, il y a une grosse tempête inflammatoire. Donc, les gens peuvent faire de la fièvre, avoir comme un gros rhume, mais des fois, ils peuvent même avoir des problèmes de pression, de respiration, puis même devenir confus. Donc, des fois, ça brasse un peu, mais souvent, ça brasse de façon temporaire. Ça se place après quelques jours et le lymphome, il vient de se faire tasser. OK? Donc, les thérapies cellulaires, les CAR-T, on en a deux qui sont devenus des standards de soins en deuxième et en troisième ligne de traitement pour les lymphomes B agressifs. Les noms sont compliqués. Alors, je vais juste vous les mentionner pour vous faire sourire. Donc, l'axicaptagène siloleucel, de son petit nom Laxicel. On a aussi le lysocaptagène maraleucel, le lysocel. Et ces produits-là sont indiqués pour les lymphomes à grande cellule B, qui est une grande famille de lymphomes. En deuxième ligne de traitement, si les patients sont en forme et qu'ils auraient été assez en forme pour avoir une autogreffe de cellules souches. On ne fera pas l'autogreffe, mais c'est un critère de sélection qu'on s'est donné pour donner ces thérapies-là. Et si c'est le cas, on regarde ensuite, est-ce que la maladie était primaire réfractaire? Donc, s'ils n'ont pas du tout répondu à leur première thérapie, ils peuvent être candidats pour un CAR T-cell. S'ils ont rechuté rapidement en moins de 12 mois, donc en moins d'un an, ils peuvent être candidats pour un CAR T-cell en deuxième ligne. Puis s'ils l'ont pas en deuxième ligne parce qu'ils ne rencontraient pas tous ces critères-là, ils peuvent l'avoir en troisième ligne s'ils sont quand même assez en forme pour avoir la thérapie, là, parce que comme je vous ai dit, ça a des effets secondaires, ça aussi. Si on ne fait pas de CAR-T, on a un autre traitement qu'on peut faire. Donc, pour les gens, par exemple, qui ont rechuté, mais après un an, ils ne sont pas éligibles à des CAR-T.
On fait habituellement, si la personne est assez en forme, une chimiothérapie qu'on dit de sauvetage, puis ensuite, on va faire l'autogreffe de cellules souches. Donc là, c'est un peu encore une fois l'image du combat de boxe. On va vouloir redonner une nouvelle sorte de chimiothérapie pour commencer le combat, différente de la chimiothérapie qu'on a donnée au début. Puis, si la maladie répond bien, ben, on va y aller avec le punch final pour la mettre à terre au tapis. Ça va être une grosse chimiothérapie intense suivie d'une autogreffe de cellules souches. Donc, ça, on le fait en deuxième ligne. Si la rechute survient après 1 an et si les patients sont assez en forme pour avoir une autogreffe, donc ça veut dire peu de comorbidité, des patients qui sont pas trop âgés et qui ont une bonne condition générale. Ensuite, quelles sont nos autres options? On a parlé de thérapie cellulaire, de CAR T-cell, on a parlé d'autogreffe de moelle, de cellules souches, c'est la même chose. Donc, c'est sûr qu'on veut le plus possible donner un CAR T. C'est probablement notre meilleur outil qu'on a après une première ligne de traitement. Donc, comme je vous l'ai dit, si on ne l'a pas donné en deuxième ligne, on va essayer de la donner en troisième ligne. Mais si le patient est vraiment pas en forme pour cette thérapie-là, ou si on l'a déjà donné le CAR-T, puis malheureusement, ça n'a pas été suffisant, puis la maladie revient, ben, on a d'autres options. On peut revenir vers une chimiothérapie un peu différente, qui est le GEMOX, combiné à une immunothérapie, encore une fois, le rituximab. Je vais être honnête avec vous, quand on donne ça, c'est surtout pour une approche un peu plus palliative. Donc, c'est rare que ça va être curatif. C'est rare qu'on va guérir les gens avec ça, mais si c'est pour gagner du temps, diminuer l'étendue de la maladie, diminuer les problèmes que la maladie peut causer. On a un autre traitement qui s'appelle le tafasitamab lénalidomide. Tafasitamab, c'est une immunothérapie, c'est un anticorps contre le lymphome, différent. Et le lénalidomide, c'est un immunomodulateur, donc ça vient moduler le système immunitaire pour qu'il agisse mieux contre le lymphome. Ça, c'est un traitement qui marche ou ça marche pas. OK? Si ça marche, les gens sont en rémission après, il y a de bonnes chances qu'il y ait une rémission très prolongée, peut-être même que certains patients sont guéris. Si ça marche pas, ça marchera pas. Donc, on l'arrête. Et enfin, on a les nouveaux joueurs qui sont une nouvelle forme d'immunothérapie. Ça aussi, c'est super intéressant. C'est les anticorps bispécifiques. Donc, glofitamab, epcoritamab, c'est leur nom. Les anticorps bispécifiques, c'est quoi? Ben, je vous ai parlé des anticorps que c'était fait pour reconnaître des choses. Hein. C'est fait pour s'accrocher à des affaires, c'est fait pour s'accrocher à des virus, par exemple. Mais là, on en a créé en laboratoire qui vont s'accrocher à ce qu'on veut. Puis ils vont avoir deux petits bras. Donc, un qui va s'accrocher aux lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T, c'est des cellules, comme je vous ai dit tantôt, capables de tuer le cancer, de s'attaquer aux cellules cancéreuses. Puis si on les modifie pas génétiquement, on les laisse tranquilles, c'est nos propres lymphocytes T, mais l'anticorps va aller s'accrocher à eux, mais il va s'accrocher aussi à la cellule cancéreuse qui nous intéresse. Donc ici, le lymphome B, qui est la cellule, le lymphocyte B malade. Et là, ça va les rapprocher. Ça va les amener un à côté de l'autre. Donc, nos lymphocytes T qui ne voyaient pas le cancer, qui ne s'attaquaient pas au cancer, mais là, il n'y aura plus le choix. Il va se retrouver rapproché du cancer, il va être obligé de le voir, puis il ne sera pas content d'être là, il va s'activer, puis il va se mettre à bombarder la cellule malade, à bombarder le cancer, et donc éliminer la maladie. Et là, il y a des nouveaux traitements qui viennent d'être approuvés. Donc, Santé Canada a donné un avis de conformité, donc a approuvé la combinaison de ces anticorps bispécifiques-là, de ces nouvelles immunothérapies-là avec la chimiothérapie, ce qui a montré des très bons résultats dans des études cliniques, donc des résultats supérieurs à ce qu'on avait avant. Et là, les provinces c'est tout nouveau, là, on parle du 20 août 2025 que ça vient d'être approuvé. Et là, les provinces sont en train de discuter à savoir est-ce que ça va être remboursé, oui ou non. Je pense que ça va l'être. C'est une question de quelques temps. Maintenant, quelle est la dernière option? Si malheureusement, il y a eu plusieurs rechutes, on commence à manquer de possibilités. Il y a quelque chose qu'on fait. Rarement, par contre, je vais être très honnête avec vous, c'est rare qu'on fait ça, mais il y a l'allogreffe de cellules souches. Donc, l'allogreffe de cellules souches, c'est un traitement choc. Où est-ce qu'on donne une grosse chimiothérapie pour éliminer le lymphome, pour aussi éliminer le système immunitaire de quelqu'un, puis on va remplacer son système immunitaire par celui de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est une greffe de cellules souches, mais les cellules souches ne viennent pas de nous-mêmes, comme ce que j'ai parlé tantôt, ils viennent vraiment d'une autre personne, en espérant que le système immunitaire de l'autre personne voit notre lymphome, soit capable de le reconnaître comme étranger puis de s'en débarrasser. Ça a le potentiel d'être curatif. On peut guérir des gens en faisant ça, mais on le fait rarement parce que, un, il y a des risques importants à faire ça. Deux, on peut juste le faire si on a déjà eu un bon contrôle de la maladie. Il faut qu'il reste très peu de lymphome pour que ça soit efficace, ou il faut qu'il en reste plus même des traces invisibles de lymphome. S'il reste trop de lymphome, on sait que ça ne marchera pas, l'allogreffe, donc on ne la fera pas.
Et malheureusement, comme on a épuisé plusieurs lignes, c'est difficile d'avoir un traitement qui va nous amener à avoir une assez bonne réponse pour procéder avec une allogreffe. Et les patients doivent être très en forme, donc sont hautement sélectionnés, donc pas trop vieux, pas trop de problèmes de santé, un bon, actif, en bonne condition générale. Donc, il y a très peu de patients qui vont avoir ce traitement-là, mais on le fait parfois. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Je pose la question, donc vous voyez venir la réponse, là, je pense qu'elle est évidente. On guérit pas tout le monde. On fait bien dans l'informe, on fait franchement mieux qu'il y a 10 ans, donc il y a eu beaucoup d'avancées. On a les thérapies cellulaires qui ont révolutionné notre pratique, qui révolutionnent le pronostic des patients, des gens qui sont atteints de la maladie, mais il reste du monde qui en décède. Les traitements ont des toxicités, la chimiothérapie a des toxicités, mais les nouvelles thérapies cellulaires, les nouvelles immunothérapies aussi en ont. Donc, la recherche, c'est vraiment hyper important. Et la recherche, c'est un long processus. Hein. Ça débute par des études dans le laboratoire, donc les études qu'on dit précliniques. Et ensuite, quand on a des nouveaux traitements, des nouvelles molécules, des thérapies cellulaires, il faut bien s'assurer qu'elles sont sécuritaires. Donc, on a des études de phase 1. Donc, c'est souvent les gens qui ont plus d'options de traitement, puis on dit, mais on n'a plus rien. Des fois, ça devient intéressant d'essayer. Puis, par exemple, quand on a développé les thérapies cellulaires, hein, on ne savait pas que ça serait extraordinaire. Il y a des gens qui l'ont reçu dans une phase 1. Puis moi, personnellement, j'en ai rencontré un patient qui l'avait eu en phase 1, puis il est guéri de son lymphome. Donc, ça peut être une option pour avoir des nouveaux traitements efficaces. Et ensuite, on a ce qu'on dit les phases 2, 3. C'est pour évaluer l'efficacité. Est-ce que le traitement est vraiment efficace? Dans la phase 3, on le compare généralement avec ce qu'on fait normalement. Donc, notre standard de pratique, c'est ça. On va comparer de nouveaux traitements pour savoir s'il est meilleur. Puis si la réponse est oui, c'est là que ça l'amène à des mises en marché puis des changements de pratique. Et la phase 4, c'est quand on surveille à long terme pour être sûr qu'il n'y a pas des surprises qui peuvent survenir dans le futur, soit négatives ou positives. Donc, des études en lymphome, il y en a énormément. Donc, je peux juste vous montrer un exemple pour les lymphomes diffus à grande cellule B en première ligne de traitement. On essaie même d'améliorer notre première ligne. Vous voyez la couleur change, c'est juste pour dire qu'on est en train de changer de paradigme. Jadis, on étudiait beaucoup la chimiothérapie, mais là, on est vraiment dans l'ère des thérapies cellulaires, des thérapies vivantes, de l'immunothérapie, les anticorps spécifiques, c'est ce qui est en jaune ici. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train d'étudier actuellement. Puis ça, j'ai l'impression que ça va révolutionner notre pratique pour les 10, 20 prochaines années. Et si on regarde toutes les études en lymphome partout dans le monde, là, il y en a plus de 800 qui font du recrutement. C'est ce que j'ai regardé hier là, sur notre site qui répertorie toutes les études. Donc, il y en a énormément. Puis au Canada, on les a pas toutes, mais on en a quand même beaucoup. Et si ça vous intéresse, si vous voulez savoir s'il y a une étude qui est disponible près de chez vous, dans un centre, au Québec, en Ontario ou dans n'importe quelle province, il y a des sites qui répertorient les études. Donc, il y a les clinicaltrials.gov, qui est un site américain, mais qui répertorie les études de pas mal partout dans le monde. En fait, on a des obligations d'enregistrer nos études dans ce site-là, la plupart du temps. Donc, vous pouvez y aller puis rechercher là, les études pour votre maladie. Si vous vous êtes intéressé plus à des études canadiennes, il y a le Canadian Cancer Trials, leur site web qui permet de voir un peu les études en cours. Et par exemple, dans la réalité québécoise, on a Onco-Québec. En Ontario, il y a aussi un site un peu similaire qui permet de retrouver les études là, en cours dans notre province. Donc, ça m'amène à la fin de la présentation. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu. Tout ce qui concerne le traitement, je sais que c'est compliqué, mais j'espère que ça va servir comme ressource pour les gens. Là, quand vous avez des questions, vous pouvez retourner regarder ça à tête reposée pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les options de traitement, puis qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'espère vraiment que ça vous est utile. Donc, un grand merci.